Bonjour à toutes et à tous. Dans ce panel très important baptisé l'IA, un levier de compétitivité économique. Les intervenants d'aujourd'hui sont beaux et exceptionnels. Et sans tarder, j'ai l'honneur et le privilège d'accueillir notre première intervenante. Spécialiste mondiale en intelligence artificielle et fondatrice de la fondation AI Movement à l'UM6P, professeure à l'université de la Sorbonne et chercheuse à la LIP6 ainsi qu'au CNRS, Madame Amal Falah Sarroufni. Directeur des opérations, puis directeur du conseil et actuellement Chief Digital Officer chez Layton, Monsieur Xavier de Marcy. Et enfin, notre AI et Data Science Lead à l'OCP, Monsieur Walid Dao. Installez-vous. Avant de passer la main à nos éminents participants, je souhaite rappeler quelques chiffres clés, à savoir que le marché de l'IA aujourd'hui, il est évalué à 500 milliards de dollars. Il y a une étude réalisée dernièrement par le bureau par le bureau de consulting PwC qui annonce que sa valeur devra dépasser les 13 trillions de dollars, donc 13 000 milliards de dollars d'ici 2030. Autant dire demain. Dernièrement, le 30 septembre dernier, lors du Tesla iDay, Elon Musk a présenté 2 prototypes de son robot humanoïde, nommé Optimus Prime. Selon le multimilliardaire, cette invention, qu'il souhaite produire par millions, pourrait révolutionner fondamentalement la civilisation humaine. De l'autre côté de la Terre, une entreprise chinoise de jeux vidéo du nom de NetDragon Websoft a remplacé son PDG par une intelligence artificielle, nommée Tongyu. Cet avatar humanoïde est maintenant à la tête des 6000 employés du groupe. Un communiqué de l'entreprise annonce déjà que Tongyu va rationaliser les process, améliorer la qualité des tâches de travail et la vitesse d'exécution. De plus, elle travaillera 24 heures sur 24, 365 jours gratuitement. L'ancien PDG reste quand même en poste parce qu'il a un rôle, c'est de désactiver Tongyu si jamais ça part en vrille. Donc même si certains se réjouissent d'un tel futur, d'autres craignent que l'humanité soit remplacée par l'IA. Ce genre de produit n'est qu'une infime partie du haut visible de l'iceberg. L'IA est déjà présente partout, sur nos smartphones, nos boîtes mail, les réseaux sociaux, les moteurs de recherche, les voitures, la finance et j'en passe. Donc le Maroc a donc un enjeu stratégique critique qu'il ne doit surtout pas rater pour rester compétitif dans le monde de demain. Donc je commence par vous, Madame Amal. J'aurais aimé vous demander de nous partager la stratégie IA Maroc, ainsi que la feuille de route, mais pour réussir cet objectif, mais elle est malheureusement inexistante à ce jour. Donc est-ce que, en revanche, vous pouvez nous parler des stratégies existantes dans le monde, ainsi que la vision de votre fondation AI Movement, en mettant l'accent sur la compétitivité économique et en citant quelques exemples d'industries que vous avez accompagnées sur des projets d'intelligence artificielle. Bien volontiers. Merci beaucoup pour l'invitation. Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis ravie d'être là avec vous aujourd'hui pour partager quelques réflexions autour de l'intelligence artificielle. C'est un domaine de recherche et de développement que j'affectionne particulièrement. Donc, si Fahd m'a demandé de parler des stratégies nationales de l'IA, ensuite je vais vous présenter une vision qui est celle de AI Movement, qui est le courant, on va dire, d'intelligence artificielle que nous avons lancé au sein de l'UM6P. Et puis quelques exemples de partenariats industriels en fonction du temps. Alors, c'est vrai qu'au départ, la question c'était est-ce que vous pouvez nous parler de la stratégie nationale marocaine de l'intelligence artificielle? Et à mon grand regret, il n'y en a pas aujourd'hui. Alors, la question, c'est pas qu'il n'y en ait pas, c'est que les premières stratégies nationales ont démarré, les sérieuses, on va dire, en 2017. Donc, on a quelques 5 ans de retard sur ce sujet-là. Et on peut passer du temps à analyser le pourquoi et le comment de la chose, mais j'aimerais partager avec vous le cheminement qu'ont fait les autres nations pour développer cette thématique-là. Donc,
tous les grands du monde, au sens économique, développement social, etc., se sont dit il faut absolument qu'on aille dans le domaine de l'intelligence artificielle parce que ça sera le vrai levier économique, sociétal de demain. Alors, 2017, on a Vladimir Poutine. 2017, la Chine a également lancé une feuille de route de plus de 150 milliards de dollars sur cette question-là. Les États-Unis, à l'époque, le président américain Trump a dit que si on veut rester compétitif au niveau mondial, il faut qu'on lance notre stratégie nationale d'intelligence artificielle. L'Europe, avec les 27 pays membres, a décidé de lancer une stratégie européenne de l'intelligence artificielle. En France, il y a eu plusieurs phases pour la définition et la mise en place de la stratégie nationale d'intelligence artificielle. Et en Afrique, il y a eu aussi un certain nombre d'initiatives autour de l'intelligence artificielle. Alors la première question qu'on peut se poser, si nous on ne va pas vers l'intelligence artificielle, est-ce qu'ils sont tous fous ces Romains? Je ne pense pas. Je pense que vraiment, aujourd'hui, c'est une lacune qui va nous coûter très cher à l'avenir. Alors là, vous voyez tous les pays, et mon slide s'arrête à 2018 ou 2019. Je n'ai pas l'ensemble des stratégies nationales qui ont suivi ces lancements-là. Donc vous voyez qu'il n'y a personne à travers cette planète, ou en tout cas tous les pays qui comptent au niveau économique et social, se sont lancés dans ce domaine. Alors en Afrique, il y a eu une étude qui a été lancée par l'UNESCO sur l'évaluation des besoins en intelligence artificielle en Afrique, et sur les 32 pays, il y en a 18 qui ont des initiatives autour de l'intelligence artificielle. Donc je ne sais pas si vous voyez le tableau de droite, il y a pas mal de cases qui sont cochées, et sur la première colonne, le Maroc n'est pas présent aujourd'hui. Et c'est vraiment dommage qu'un pays aussi important que le Maroc au niveau de l'Afrique ne soit pas plus impliqué dans cette initiative. Alors il y a eu plusieurs sommets africains, il y a eu les pays francophones aussi qui ont lancé des choses. Et au Maroc, s'il n'y a pas une volonté nationale au niveau, j'allais dire, institutionnel pour lancer la stratégie nationale, il y a eu des initiatives très intéressantes, et je vais revenir sur la stratégie qui a été développée à Ben Guerir en 2018. Donc c'est comme vous le savez, au Maroc, on a une très grande université qui s'appelle l'UM6P, l'Université Mohamed VI Polytechnique, qui est une université qui a beaucoup d'avance sur un certain nombre de sujets. Et donc, à Ben Guerir, il y a eu la première déclaration de l'intelligence artificielle pour l'intelligence artificielle en Afrique. Donc c'est une initiative qui a été portée par l'OCP, l'université UM6P et l'UNESCO. Et lors de cet événement, en 2018, il a été décidé de construire la stratégie nationale africaine. Donc là, on est dans du bottom-up, on n'est plus dans une approche top-down. Dans cette initiative, il était question d'aller dans les différentes régions de l'Afrique et de construire des discussions, des stratégies, on va dire, sous-régionales. Alors, le dernier forum sous-régional était dans les pays de la SADC, où il y a eu une 60aine de ministres des pays de ces régions-là, et qui ont, et la déclaration, vous pouvez la trouver sur le site de l'UNESCO, qui ont lancé la déclaration de Windhoek, qui, elle, a réaffirmé la déclaration de Ben Guerir en disant maintenant, il faut aller plus loin que le fait de dire, voilà, il nous faut de l'intelligence artificielle en Afrique, comment est-ce qu'on va construire cela, etc. Et donc, pendant 3 jours, il y a eu des débats, il y a eu des discussions, il y a eu des présentations, et il y a eu un certain nombre de recommandations que je vous liste ici. Alors, la déclaration, elle fait 6 pages, donc je vous fais le résumé en quelques items. Donc, d'abord, tout ce qui est IA et gouvernance des données, c'est quelque chose de très important qui est porté par cette déclaration.
Bien sûr, le renforcement des capacités et la sensibilisation, l'acculturation des populations. Aujourd'hui, nous manquons de talents dans ces domaines-là. Et ce n'est pas un hasard, hein, ce manque, il est perceptible au niveau international. Nous avons des investissements, des problèmes d'investissement et d'infrastructure, parce que c'est des technologies qui nécessitent aussi des dispositifs réseau, etc. Alors, cette déclaration insiste donc sur la mise en place de programmes urgents pour l'éducation et les building capacities en intelligence artificielle. Recherche, développement, innovation, environnement, réduction des risques de catastrophes, égalité des genres, collaboration et partenariat, c'est-à-dire créer des liens entre les laboratoires académiques, etc., et les industriels. Donc si le sujet vous intéresse, vous trouverez ces recommandations très détaillées et développées sur le site de l'UNESCO. Alors, très modestement, au sein de AI Movement, qui est un centre de recherche et de développement de l'Université Mohamed VI Polytechnique, nous avons une vision de l'intelligence artificielle qui se veut le développement d'une intelligence artificielle hybride, c'est-à-dire multiparadigme, éthique et responsable. Alors, vous me permettrez de dire que l'éthique, moi je suis membre de la COMEST, qui est la Commission mondiale de l'éthique des sciences et technologies de l'UNESCO, et à ce titre, je ne peux rien faire qui ne soit pas éthique et responsable, et donc c'est quelque chose que je porte dans mon ADN, et j'espère que nous, Marocains, on ira tous vers une IA, on lance ce mouvement vers l'IA éthique et responsable, parce que comme vous le savez, ce sont des technologies très disruptives qui peuvent être très intrusives et qui peuvent être à double tranchant. Donc on ne peut pas développer ces technologies sans vraiment se soucier des impacts sociétaux de ces technologies sur le monde et sur l'environnement. Donc nous avons conçu la vision de AI Movement et de concevoir une intelligence artificielle et de la développer j'aime l'expression, en retournant la Terre. Ça veut dire qu'il faut être multipilier. Nous avons identifié 7 piliers pour développer vraiment cette intelligence artificielle. Donc bien sûr, on a tout ce qui est formation, R&D, innovation, transfert des laboratoires vers l'industrie, les études stratégiques pour savoir où est-ce qu'on va, les études de terrain pour avoir des solutions ancrées dans nos réalités africaines, et bien sûr la connexion avec les chercheurs du monde entier à travers des collaborations nationales et internationales. Donc nous avons commencé à travailler il y a 2 ans à peu près. Nous inaugurons notre bâtiment qui vient d'être terminé à Technopolis. C'est le dôme de l'intelligence artificielle qui va être inauguré le 9 novembre. Et donc, nous avons déjà lancé un certain nombre d'activités. Les premières concernent la formation. Et donc, nous avons lancé un master exécutif qui a été lancé le 13 octobre dernier, avec une première cohorte que nous espérons être la cohorte des ambassadeurs de l'IA éthique et responsable dans les entreprises marocaines. Nous avons aussi mis en place un master junior pour les 8-14 ans, pour l'instant ouvert aux enfants des gens qui sont inscrits dans le master exécutif, mais nous avons l'ambition avec la Fondation OCP de le généraliser au lycée marocain, que ce soit dans la ville ou, et surtout, dans le milieu rural. Et vous parlez de lycée spécifiquement, ou est-ce que vous ciblez aussi les collèges et primaires? Parce que, alors, justement, le master junior, 8-14 ans, il va être déployé dans les collèges et lycées. Okay, donc 8-14, okay. Même le primaire. Donc l'idée, c'est de faire arriver l'intelligence artificielle, éthique et responsable, dans les milieux ruraux et aussi dans les villes, pour sensibiliser les tout-petits. Je pense que les 14 ans d'aujourd'hui sont les ingénieurs de demain. Dans 5 ans, ils seront déjà dans les universités. Donc il faut les sensibiliser dès à présent. Côté R&D, nous avons lancé un certain nombre de laboratoires communs, dont un avec OCP, avec mon collègue Walid qui est là, sur un certain nombre de sujets qui intéressent l'OCP, mais l'OCP est un de nos
industriels privilégiés, mais il y en aura d'autres. Et nous avons aussi un partenariat avec la Marine royale. Nous travaillons beaucoup avec les forces, avec les phares, etc. Bon, je ne vais pas vous faire le bilan de ce que nous avons fait en 2 ans, mais ce que je veux dire, c'est que nous essayons d'avancer sur les 7 piliers en parallèle pour aller développer cette intelligence artificielle au niveau national. Donc, nous avons un certain nombre d'atouts. Notamment, nous avons, comme vous le savez, l'UM6P a lancé le premier data center marocain de cette envergure et qui est aujourd'hui le plus grand data center d'Afrique. Nous avons la possibilité, nous avons les moyens de nos ambitions, c'est-à-dire d'être un vrai hub régional africain au moins de l'intelligence artificielle. Si je peux me permettre, ce n'est pas que le plus grand en surface, c'est aussi le plus avancé technologiquement. Tout à fait, tout à fait. Alors, aujourd'hui, ce data center est censé aussi accueillir des données sensibles au niveau national. Il n'est pas réservé à l'université. Il y a des entreprises qui exploitent, enfin, qui dépendent de l'UM6P, qui exploitent ce data center au profit de l'administration publique, etc. Même les entreprises privées, moi je pousse pour avoir. Tout à fait. Donc l'impact de l'intelligence artificielle aujourd'hui, il est un peu partout, hein, au niveau des données. Vous savez, on estime à 30 objets connectés par foyer à horizon de 2025, et ce n'est pas un chiffre important, hein, ce n'est pas énorme. Vous savez que nous avons tous 2 téléphones, un portable, la tablette, la maman, le papa, les enfants. Donc on arrive à un ensemble de dispositifs connectés qui sont un ensemble très important, qui génère beaucoup de données, et ces données qui sont à réguler aujourd'hui. Nous avons aussi 45% des entreprises à forte croissance grâce à l'intelligence artificielle. Ce sont des études de Gartner, donc les chiffres peuvent être plus ou moins réévalués en fonction de... Mais je pense qu'aujourd'hui, on va plutôt vers la hausse que vers la baisse de ces prévisions. Je voudrais dire un mot aussi sur tout ce qui est emploi. Vous savez qu'un des vrais problèmes de l'intelligence artificielle, enfin pas de l'intelligence, mais des pays qui vont ne pas développer l'intelligence artificielle, c'est que les emplois de demain, à 60%, seront des emplois, on parle de 2030, des emplois qu'on appelle cognitifs. C'est-à-dire aujourd'hui, on va attendre des gens qui soient en phase avec la cognition qui est portée par la machine de l'intelligence artificielle. Donc les emplois vont être modifiés, vont être différents, certains vont disparaître, d'autres vont apparaître, etc., etc. Et donc, nous, en tant qu'université, en tant qu'école, l'éducation doit aussi se mettre en phase et en harmonie avec ces nouvelles technologies qui arrivent et qui vont impacter également l'emploi. Donc, je sais que j'ai mon temps qui est peut-être... Non, vous êtes dans les temps, ça va. Je suis dans les temps, très bien. Donc, j'essaie de parler vite. Autant vous dire que l'intelligence artificielle va impacter à peu près tout. L'éducation, l'emploi, le marché, etc. Et donc, comment est-ce qu'on peut ne pas rester en marge d'une révolution, d'un tsunami qui a déjà emporté qui a été déjà pris en charge, et on compte dans d'autres pays, et chez nous, voilà. Donc je ne veux pas être lourde là-dessus, mais je pense qu'il y a vraiment urgence à faire quelque chose. Alors nous, à notre niveau, hein, on a, comme je vous l'ai dit, commencé à... Ce que je voudrais vous montrer dans les 2 slides qui me restent, c'est comment est-ce qu'on peut accompagner les industriels. Accompagner, nous, on est là pour faire de la R&D, c'est-à-dire apporter des solutions aux industriels en travaillant avec les industriels. On n'a pas des solutions sur étagère qu'on va fournir à des industriels. Et donc, personnellement, la première... Bien sûr, on peut faire des contrats, des prestations, etc. Mais je pense qu'à ce niveau-là de développement de l'intelligence artificielle, et vu les compétences qu'elle exige des employés, il faut aller vers des structures mixtes. Université,
En France, par exemple, on fait des thèses CIFRE. On met un doctorant qui va travailler en collaboration, l'entreprise et l'université. Ben, il faut faire ça, mais à l'échelle de laboratoire. Aujourd'hui, nous, ce qu'on a proposé à l'OCP, c'est de faire un laboratoire commun dans lequel des ingénieurs de l'OCP et des ingénieurs de l'UM6P vont travailler main dans la main. Ça va de l'identification des problèmes, de la conceptualisation des problèmes, jusqu'à le développement de solutions qui vont être utilisées au sein de l'entreprise. Donc, je vous donne juste un exemple. Le labo commun avec l'OCP, Asmaya, nous avons identifié un ensemble de thématiques et nous avons commencé à travailler là-dessus. La première, alors, ce sont des thématiques qui intéressent l'OCP. Si on travaillait avec une banque, j'ai travaillé avec des banques quand j'étais à Paris, ce sont d'autres thématiques. Si je travaille avec la marine, on est plus dans les signaux acoustiques. Donc, selon l'entreprise avec laquelle on veut monter les collaborations, il faut se mettre autour d'une table et identifier les sujets qui vont être d'intérêt commun, aussi bien pour le centre que pour l'entreprise en question. Donc, avec l'OCP, nous avons identifié 7 thématiques. La robotique cognitive, c'est-à-dire comment faire des robots intelligents qui sont capables de faire des actions en milieu naturel. Hein, parce qu'aujourd'hui, le problème aussi, c'est de faire des choses outdoor. Hein, c'est pas de... Quand on est dans les laboratoires, on est dans des enceintes fermées, mais quand vous envoyez le robot dans la mine, c'est autre chose. La cobotique, c'est la collaboration robot-humain. La manutention, c'est quelque chose de très important en termes de maintenance prédictive, maintenance proactive par rapport aux dispositifs, etc. Le digital twin, on a vu il y a beaucoup de démos qui circulent autour des digital twins. Donc, comment faire des métamodèles, des réplicas numériques d'objets physiques ou de structures physiques pour pouvoir les commander à distance, récupérer les données, manœuvrer, mettre en place les automatiques, etc. La gestion des entrepôts, ça c'est très particulier à l'OCP, c'est parce qu'aujourd'hui, il y a 14 entrepôts où on met les engrais, et les évaluations, par exemple, des volumes d'engrais sont faites un peu par l'expertise humaine, c'est-à-dire à la louche. C'est-à-dire, vous avez quelqu'un qui rentre, qui dit, bon, dans ce hangar, on peut rajouter, c'est des hangars de 100 000 tonnes. Hein, donc, la louche, ça devient vite compliqué. Et donc, comment est-ce qu'on peut faire ça? Est-ce qu'on peut prendre des mesures avec des drones? Est-ce qu'on peut... voilà, donc on a des solutions que nous avons déjà réalisées sur papier, qu'on va essayer de déployer sur un certain nombre de hangars. Et quand vous avez 14 hangars, c'est bien d'avoir une vision globale pour savoir où acheminer, comment optimiser la chaîne logistique, etc. Donc il y a des très jolis problèmes de recherche opérationnelle et de satisfaction de contraintes. Après, les drones, c'est quelque chose sur laquelle nous travaillons de façon transverse sur plusieurs sujets. Et je vais passer rapidement. Très promoteur. C'est très promoteur. Donc aujourd'hui, on a la connectivité qui nous permet d'avoir les données. On a donc le traitement des données, le big data, et on a aussi l'intelligence artificielle. Alors nous, c'est pour ça qu'au début, je ne sais pas si vous avez remarqué, j'ai dit, nous voulons mettre en place des architectures hybrides. Alors, par hybride, on entend, si je veux faire de la donnée, du raisonnement, de la satisfaction de contraintes, de la planification, je sors du modèle classique, data, big data, réseau de neurones. Donc, ce qu'on veut faire, c'est avoir des vrais algorithmes d'intelligence artificielle, d'optimisation, de planification, qui vont être combinés avec l'approche data, big data. Et bien sûr, en fil rouge, on a les questions de sécuriser les données, sécuriser les applications, sécuriser les systèmes. Et ça, ce n'est pas typique à l'intelligence artificielle, mais le fait de faire de l'intelligence artificielle rend la question de la sécurité encore plus compliquée et plus cruciale. Et aujourd'hui, par exemple, vous pouvez faire un réseau de neurones qui fait de l'identification ou de la reconnaissance, et vous pouvez le leurrer en modifiant les données du réseau de neurones. Donc, il y a encore beaucoup plus de vulnérabilité
sur ces sujets-là. Sachez juste que, par exemple, en France, il y a un réseau d'entreprises qui sont, pour la plupart, dans l'aérospatial et l'aéronautique, qui ont créé un courant qui s'appelle l'IA de confiance. Et l'IA de confiance, c'est pour dire qu'aujourd'hui, il y a des problématiques de sécurité très particulières et très spécifiques aux algorithmes d'intelligence artificielle, et entre autres la question de l'explicabilité des algorithmes. Vous savez, quand vous avez quelques 175 milliards de paramètres, eh bien, l'humain, il ne voit rien du tout, il ne peut pas débugger à la main. Et donc aujourd'hui, sur beaucoup d'algorithmes qui utilisent les réseaux de neurones, et c'est pour ça que l'Europe est en train de mettre en place le AI Act. Le AI Act, après le RGPD, il y a le Data Act, et le AI Act, c'est comment sécuriser et comment certifier les algorithmes d'intelligence artificielle. Il n'y a aucun constructeur de l'aérospatial ou de l'aéronautique qui va embarquer un logiciel qui n'est pas certifié, qu'il soit de l'IA ou pas de l'IA. Donc aujourd'hui, il y a une troisième dimension qui s'ajoute, qui est comment certifier les algorithmes d'intelligence artificielle. Et là, messieurs, dames, vous avez des boulevards devant vous. Vous savez, il y a 10 ans, il n'y avait pas de data scientist. Aujourd'hui, il y en a beaucoup. Il n'y avait pas de DPO. Il y en a aujourd'hui beaucoup. Eh bien, dans 2-3 ans, il va falloir trouver des gens qui vont nous certifier les algorithmes qu'on veut développer. Sinon, on peut dire bye-bye à la collaboration internationale. Voilà, donc là, je vous donne un peu les domaines de recherche que nous développons au sein de AI Movement, avec toujours cette idée que l'IA que nous développons doit être sécurisée, doit être fiable, doit être inclusive aussi. On a aussi des questions d'inclusion. Alors, moi, j'aime bien parler de ces thématiques-là, mais on n'a pas le temps. Donc, on essaie de couvrir, on couvre en fait beaucoup de sujets. Ce que vous voyez ici, c'est générique, mais après, ça peut s'appliquer dans différents domaines d'application. Ça pave le terrain pour les autres acteurs au Maroc. Tout à fait. Donc, on fait du digital twin. Nous travaillons beaucoup avec la défense. Hein. On fait des séminaires, des conférences, et nous avons des projets autour de ça. Les digital twins, smart cities, smart mobilité, tout ce qui est l'industrie X.0 avec les technologies émergentes, et j'en passe. Voilà, donc si vous êtes intéressé, vous pouvez me contacter. Nous allons inaugurer, ça c'est le DOM, donc c'est le nouveau bâtiment de l'intelligence artificielle de l'UM6P, qui se trouve sur Technopolis, à côté sur la rocade, Rabat, à côté de l'aéroport. Si vous êtes intéressé, vous m'envoyez un petit message ou vous venez me voir à la pause et je me ferai un plaisir de vous inviter. Sachez juste que c'est un site très protégé et qu'on n'y entre pas comme ça. Donc, il faut être inscrit une semaine à l'avance. Il se trouve là. Donc, l'autoroute, c'est oui, celle-là? Tout à fait. Okay. Alors, ce que vous voyez ici, c'est le campus de Rabat et vous voyez le dôme de l'intelligence artificielle, AI Movement. Et aujourd'hui, je pense que mon campus, il a pris un peu plus il a grossi depuis cette photo. Hein. Il y a la 3e tranche qui a démarré. Donc, c'est un peu plus large que là. Ça, c'est la maquette, la 2e phase. Voilà, beaucoup. Je vous remercie. Merci beaucoup. Je vais te poser une question, Walid, par rapport, vu que tu es le champion de l'IA chez l'OCP et que vous êtes aussi avancé que ça. Est-ce que déjà, en premier, est-ce que tu peux nous donner ton avis et ton expérience par rapport au rôle de l'IA dans le développement des différentes économies actuelles? Ouais, vous m'entendez? Oui. Ouais, avec plaisir. Pour ça, en fait, alors moi j'ai un parcours un peu différent d'Amel, j'ai pas vraiment un parcours universitaire. Avant de bosser dans l'IA à OCP, j'avais ma propre boîte. Et donc du coup, autour des mathématiques et de l'éducation de manière générale. Et du coup, j'avais vraiment un regard d'entrepreneur. Donc j'ai vu que j'avais beaucoup d'amis à moi, que ce soit de ma promotion ou d'anciens élèves à moi, parce que j'ai beaucoup enseigné les maths, qui devenaient tous data scientists, alors qu'à mon époque, data scientist, c'était pas vraiment un métier qui existait. Quand je sortais d'école d'ingénieur, les gens faisaient soit ils bossaient en finance de marché ou dans le conseil. Désolé. Non, vas-y.
Donc juste, voilà, juste pour vous donner un peu de contexte, quand on sortait d'école d'ingénieur à mon époque, donc c'était en 2009-2010, le métier de data scientist n'existait pas encore. Et donc là, quand j'ai vu ça, j'ai vraiment essayé de comprendre un petit peu ce que c'était que l'IA d'un point de vue technique. Donc en fait, quand vous regardez IA, que vous rentrez un peu dans les détails, pour schématiser, c'est beaucoup quand même machine learning et deep learning. Et machine learning et deep learning, bon, bah, c'est de l'algorithmie qui va travailler sur des données de manière un peu différente que des autres types d'algorithmes où vous devez donner les instructions de manière explicite, quoi, en 30 secondes. Mais je ne comprenais pas pourquoi, parce que c'est des techniques quand même qui sont assez anciennes, hein, quand vous regardez un petit peu l'histoire de ces techniques. Et j'ai essayé de comprendre, mais pourquoi tout d'un coup c'est à la mode et pourquoi tout d'un coup tout le monde en parle comme si c'était quelque chose qui était révolutionnaire. Et en fait, je me suis un peu intéressé à l'histoire, que ce soit de la médiatisation ou l'histoire un peu de l'impact sur les business, d'où pour répondre à ta question. Finalement, quand on regarde un petit peu, un des premiers cas d'usage, un des premiers business qui a beaucoup communiqué sur ce sujet, c'est Netflix. En fait, Netflix, pareil, très rapidement, je vais essayer de ne pas être trop long parce qu'on pourra en parler des heures, mais entre 2006 et 2009, à l'époque, c'était un business qui faisait de la location de DVD. Et ils avaient quand même déjà un site internet sur lequel vous pouviez commander des DVD qu'on vous envoyait chez vous et après vous les renvoyiez par la poste aux États-Unis. Et ils avaient un premier algorithme qui s'appelait Cinematch, qui était un algorithme qui recommandait des DVD en fonction de votre historique de location de DVD. Et qui était un algorithme, alors je ne sais pas exactement comment il fonctionnait, mais qui était relativement simple. Si vous aimiez les DVD de comédie romantique, on vous recommandait d'autres DVD de comédie romantique. Et puis après, il y a les équipes d'innovation, entre guillemets, de Netflix qui se sont dit « Ah, mais ce qui serait génial, c'est qu'on crée une compétition où on va mettre de manière anonyme toutes les données de consommation de DVD de nos clients et on va faire une compétition pour que le public puisse mettre en place le meilleur algorithme de prédiction pour un utilisateur donné. » Alors concrètement, ça veut dire, compte tenu de votre historique de location de DVD et des notes que vous avez mis à chacun des DVD quand vous les renvoyez, on va faire un algorithme qui prédit la note que vous mettriez pour chacun des DVD. Et du coup, on va vous recommander les DVD pour lesquels vous mettriez la meilleure note. Alors, je ne sais pas si vous avez compris, mais c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui sur Netflix. Quand vous regardez le contenu qu'on vous recommande sur Netflix, c'est le contenu pour lequel un algorithme pense que vous auriez mis une super note si vous aviez vu ce DVD. Donc du coup, il faut construire l'algorithme qui construit la note pour chacun des films. Et à l'issue de cette compétition, il y a eu beaucoup de gens qui ont essayé de construire cet algorithme à partir de l'historique. Donc vous pourrez regarder, ça s'appelle The Netflix Prize. Il y avait $1 million pour l'équipe qui trouvait les meilleurs résultats. Et les équipes qui ont construit les meilleurs algorithmes sont des gens qui ont utilisé du machine learning. Et c'est là que tout d'un coup, il y a eu tout un revival autour de ces technologies. En parallèle, il y a eu aussi des librairies d'algorithmes qui ont été développées, notamment par certains labos français, du type scikit-learn, etc. Et donc, il y a eu, on va dire, un enthousiasme sur le fait que on peut aujourd'hui construire des algorithmes très sophistiqués, avec des super bonnes performances, qui peuvent avoir un impact business direct, puisque dans le cas de Netflix, avant même la compétition, les équipes d'innovation avaient quantifié que s'ils avaient un algorithme qui faisait des résultats ne serait-ce que 10% supérieurs à l'algorithme qui est actuellement utilisé, ça représentait un gain d'à peu près $70 millions. Quoi. C'était ça les enjeux. Donc mettre $1 million pour une compétition, ça les valait. Quoi. À partir de là, en 2011, vous avez la création de Kaggle, pour les data scientists qui connaissent. C'est un site qui organise des compétitions de machine learning. Et donc vous avez eu ça a vraiment eu influencé même toute la formation des data scientists. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la plupart des data scientists qu'on retrouve, ou la plupart des formations de data science, elles sont très axées sur les algorithmes de type machine learning, avec des jeux de données, avec des variables à prédire, avec une performance à optimiser autant que possible. Et si vous voulez, même si vous regardez un petit peu toutes les startups autour de l'IA qui ont levé beaucoup d'argent, on va dire, ces 10 dernières années, c'est beaucoup autour de construire des algorithmes de machine learning avec la meilleure performance possible pour prédire une variable en fonction d'un ensemble de features. Alors je vous dis ça juste pour répondre encore à ta question. D'accord. Pour que ce soit. Donc finalement, pour aller vite, il y a quand même deux grands acteurs économiques. Les acteurs économiques du type start-up, donc du type Netflix, qui sont en fait des économies de plateforme. Donc on va dire Netflix, YouTube, Spotify, Google, Amazon. Donc en fait, c'est des business de plateforme où vous avez des millions de gens qui se connectent à un site internet ou à une application.
ces applications, vraiment, enfin tous ces business-là, l'IA, c'est au cœur de leur business, parce que la valorisation de ces entreprises, que ce soit Netflix, que ce soit Spotify, c'est nombre de users, nombre d'utilisateurs multiplié par le temps que vous passez sur ces plateformes. Et donc du coup, tout est fait pour optimiser ces deux variables, que ce soit pour l'acquisition de clients dans le marketing, on va faire en sorte... donc typiquement, moi j'avais assisté à des séminaires de Netflix sur leur stratégie hyper sophistiquée de la publicité en ligne pour acquérir des nouveaux utilisateurs. Et jusqu'à aujourd'hui, d'ailleurs, ils communiquent beaucoup sur le fait que c'est une entreprise qui est très à la pointe sur l'utilisation de ça. Et puis, le temps d'utilisation des plateformes, et ça on le trouve sur YouTube, sur Spotify, qui sont tous les algos de recommandation de contenu, qui sont finalement la continuité des algos de recommandation qu'on trouve sur Netflix. Donc ça, c'est vraiment toute une famille d'utilisation de business, voilà, vous êtes une start-up, vous avez une plateforme, un site de e-commerce, vous avez des utilisateurs qui utilisent cette plateforme. Derrière, vous avez plein d'algos qui recommandent soit du contenu, soit des produits que vous aimeriez acheter, soit... Et l'impact business est évident. C'est tout ça, toute cette introduction, c'est pour comprendre que l'IA pour les startups, l'impact est à peu près clair. C'est des algos qui recommandent du contenu pour des utilisateurs et l'impact sur la valorisation de l'entreprise est évident. Le problème, c'est que pour les corporates, et peut-être 98% de l'économie au Maroc n'est pas des startups. C'est pas des plateformes où les gens se connectent. Typiquement, comme OCP, ça n'a rien à voir. D'ailleurs, ça me ramène à la question, parce que là, vous nous avez parlé des groupes internationaux, on va dire, qui collaborent ou communiquent avec des lieux publics directement. Ce que je voudrais savoir, c'est que vous, en tant qu'OCP, est-ce que tu peux nous parler d'un use case Bien sûr, le plus important, on va dire, juste pour vraiment donner une idée claire au public. Exactement, par rapport à qu'est-ce qui vous a fait gagner peut-être en temps de réponse, en compétitivité internationale. Dans la continuité de ce que j'ai essayé d'expliquer, parce que comme c'est des sujets un peu compliqués, c'est un peu ce que aussi moi j'essaie d'expliquer en interne. C'est que le truc de l'IA crée beaucoup de valeur, ça dépend où et comment et dans quel environnement économique. Donc pour les corporates comme nous, on est une boîte de mines, hein, c'est un secret pour personne, on va prendre du phosphate dans les mines et puis ensuite on le transforme soit en acide phosphorique via des réactions chimiques un peu compliquées, soit via des engrais. Et donc on a un gros acteur mondial là-dessus. Là du coup de dire mais quel est l'impact de l'IA dessus, ça doit être un autre framework, c'est notre manière de penser que pour les startups. Donc pour nous, dans la mine, il y a des cas d'usage déjà. Alors c'est un sujet hyper intéressant, mais en fait quand vous devez mettre des trous dans une mine, mettre de la dynamite et faire tout exploser pour ensuite décaper le tout, vous avez plein de sujets d'optimisation, où faire les trous, comment, quelle profondeur. Est-ce qu'on prend des photos, on pourra en parler des heures, mais déjà il y a toute une famille de cas d'usage dans la mine. Et les cas d'usage ensuite dans lesquels, à titre personnel, j'ai trouvé le plus de valeur, et là où il y a eu le plus d'impact, c'est autour de l'énergie. Donc en fait, nous on a des réactions chimiques qui sont très exothermiques, et donc les réactions chimiques exothermiques produisent beaucoup de vapeur d'eau, et cette vapeur, on la fait passer dans des turbines pour créer de l'électricité. Et en fait, quand on parle un petit peu aux opérateurs, c'était des sujets qui étaient assez anciens, on savait qu'il y avait moyen d'optimiser des flux de vapeur autour de... C'est des sujets assez pointus en fait, c'est très différent de l'IA pour les startups. C'est vraiment dans plein d'opérations industrielles, que ce soit pour la production d'énergie, que ce soit pour la chimie ou l'optimisation de la qualité. À partir du moment où vous avez beaucoup de données, vous réalisez que vous pouvez optimiser les process. Et très souvent, en fait, c'est des interfaces de recommandation de paramètres. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, vous dites aux gens qui font ça depuis peut-être 10 ans, 15 ans, des opérateurs qui utilisent un peu leur feeling, qui font les choses un peu à l'ancienne. À la louche. Voilà, exactement. On leur dit, c'est top comment vous le faites, mais on pense qu'on pourra encore mieux le faire. Et donc, on leur met à leur disposition des interfaces avec un joli design et en back-end, des algos de la plupart du temps, d'IA ou d'optimisation. C'est aussi ça mon point, c'est que dans la vraie vie, avant qu'on s'intéresse au problème, on ne sait pas si c'est vraiment du machine learning, la solution, ou de l'optimisation, ou une petite régression, ou on n'en sait rien. Donc il y a aussi l'idée, c'est que pour revenir pour les corporates en fait, en 2 minutes, si vous êtes en charge de ces sujets-là en corporate, l'idée c'est vraiment de parcourir la chaîne de valeur et de se dire à tous les gros endroits de la chaîne de valeur, où est-ce que je peux créer de la valeur avec de la data et de l'algorithmie au sens large, quoi, sans a priori savoir quelle technique on va utiliser. Parfait, donc, merci beaucoup, Walid. On peut l'applaudir. Et donc, Monsieur Xavier, je sais que chez Layton, vous accompagnez, je rappelle que vous êtes le Chief Digital Officer chez Layton France, et donc vous accompagnez vos clients à travers des produits basés sur l'IA pour réduire de manière extrêmement importante les temps nécessaires pour à la fois récolter et classifier certaines datas, être plus compétitif, avoir
un impact sur leur image, leur chiffre d'affaires, leur marge. Est-ce que vous pouvez nous en parler en 10-15 minutes pour, 10, c'est maximum, c'est ça? Oh là là. Ah, Bah, vous faites bien de le dire alors. merci, c'est taillé. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Merci. Merci pour l'invitation. Bonjour à tous. Donc je vais tenir les 10 minutes. Donc tu n'hésites pas à me couper, Fad. Je voulais juste présenter rapidement les tonnes, pas pour présenter les tonnes. Le chiffre intéressant, c'est qu'on a 26 000 clients. Donc tout à l'heure, oui, tu parlais de volume. On est sur des missions à très fort volume et donc on récolte beaucoup de data et on doit acquérir à peu près 8 000 clients nouveaux chaque année. L'Eton Maroc, en fait, c'est un centre d'excellence, c'est le plus gros centre, c'est la plus grosse filiale de l'Eton. Donc sur les 2600 personnes de l'Eton, il y a 750 personnes et on a commencé en 2007 par un call center en fait qu'on a monté. Classique à Casablanca. Et puis depuis, effectivement, l'Eton a complètement changé. Donc on recrute majoritairement des ingénieurs, donc 450 ingénieurs aujourd'hui, dont une centaine dans mes équipes sur la partie informatique et une petite dizaine sur le Data Lab qui monte les projets dont on va parler aujourd'hui. Au niveau comment est-ce qu'on fait pour détecter, tu en parlais tout à l'heure, détecter les process? Je pense que c'est quelque chose de très classique en fait. Tu disais qu'il fallait faire dérouler tout le process de A à Z et essayer de savoir en fait sur les gros points clés, et d'ailleurs pas que en fait, enfin chez nous, comment est-ce qu'on peut ajouter de la valeur ajoutée en mettant de l'algorithmie et en déclenchant des projets de machine learning. En fait, chez les tonnes, c'est très très classique. Donc on a des prospects, on les appelle, donc on a des télésales qui appellent les prospects pour prendre des rendez-vous. On a des commerciaux qui signent des contrats. Et puis ensuite, on passe ces contrats aux consultants qui les produisent, et toujours avec une forte idée de volumétrie. On verra tout à l'heure les dossiers moyens chez les tonnes qui sont assez faibles, donc on fait beaucoup de missions, de petites missions. Et donc en fait, comment on détecte moi j'avais 2 conseils éventuellement à donner. C'est que j'imagine que vous, en tant que CIO, ce que vous faites, c'est qu'il y a une partie des équipes qui vont à la mine, qui vont voir les différents services, qui vont voir, pour reprendre l'expression, qui vont voir les différents services et qui auditent les process. Donc, qui regardent les process de A à Z, que ce soit les process de production, les process corporate, et qui se disent, ben là, finalement, on pourrait optimiser, on pourrait mettre un peu de RPA, on pourrait mettre un peu de logique, d'algorithmie, ça peut être de la formation, ça peut être des petites applications. Nous, on développe beaucoup de petites applications pour processer nos missions. Et puis, de temps en temps, il y a des sujets où, effectivement, c'est de l'algorithmie un peu complexe. Et donc on va identifier ces projets et voir, sachant que il n'y a pas de garantie certaine, voir dans quelle mesure est-ce que nos data scientists peuvent nous aider à cranter, à être meilleurs que ce qu'on peut faire avec des algorithmes simples et que ce qu'on peut faire dans le passé. Un autre... Ouais, on va pas avoir le temps du coup. Le premier exemple que je voulais vous donner, c'est un exemple assez simple en fait. Il y a beaucoup d'exemples simples. Donc on n'a pas développé des modèles très compliqués. Ça c'est un exemple où on utilise des modèles de Google, des modèles sur ce qu'on appelle de l'OCR, c'est Optical Character Recognition. Donc c'est des modèles qu'on aurait pu utiliser il y a peut-être 5 ans, 6 ans, et sur lesquels on a trouvé des très forts ROI. Donc là, si vous voyez, on a mis 380 jours hommes de développement et on a économisé 26 OTP. Donc c'est juste énorme. Quand vous faites le ROI, moi c'est avec ça que j'arrive pour présenter au COMEX. Quand j'arrive avec des chiffres comme ça, c'est ce qui me permet de développer les équipes de data science, d'avoir des retours sur investissement qui sont énormes. On aurait pu développer finalement avec le recul, je posais les questions à l'équipe, des ROI comme ça, on aurait pu développer ces projets-là. Pourquoi on ne les a pas fait il y a 5-6 ans alors que la technologie nous le permettait? Parce qu'en fait, on n'avait pas compris la plus-value des data scientists. Donc on disait que c'était un métier un peu nouveau. Enfin, on n'avait pas compris. Moi, je n'avais pas compris. Il n'y en avait pas beaucoup. Maintenant, l'équipe s'est renforcée. Et finalement, l'approche du data scientist, qui n'est pas une approche de développeur, qui est une approche plutôt académique, va permettre effectivement d'utiliser les bons outils et d'être meilleur que l'algorithmie. Ce qu'on fait, on a essayé de faire depuis longtemps ce projet et on n'y était pas arrivé. Maintenant, on arrive à avoir des bons résultats. Concrètement, les 26 personnes, c'est qui?
c'est des Espagnols, c'est des Belges, et puis aujourd'hui, c'est des Marocains qui travaillent pour des clients étrangers, qui traitent des milliers de documents. D'accord ? C'est des documents, ils reçoivent de leurs clients 5000 pages de documents, et ils ont 3-4 jours pour les traiter, faire de la mission de A à Z. Ben en fait, tous ces gens-là, on a étudié exactement le temps qu'ils prenaient pour traiter ces documents, pour extraire l'information sur les documents. Ils voulaient le faire de manière certaine, c'est-à-dire que depuis des années, on leur propose des algorithmes qui leur permettent de dire bah, tiens, on va extraire 80%, 85%, 90%. Eux, ce qu'ils veulent, c'est non. Ils veulent un presse-bouton et ils disent moi, j'achète ton appli uniquement si à la fin, je vais vérifier 10 fois, mais ensuite, je n'ai pas besoin de vérifier. Je veux que les données que tu vas m'extraire, que je vais présenter aux clients qui vont me servir à faire ma mission, soient bonnes à 100%. Et là, on est arrivé sur certains documents, pas tous, donc on monte en complexité, mais sur ces documents-là qui concernent 26 consultants, qui concernent beaucoup plus de consultants, qui nous ont permis d'économiser le job de 26 consultants, on est arrivé à réduire des traitements de mission qui duraient entre 2 heures et 2 jours à 1 minute ou même pas, enfin à 1 seconde. Donc c'est vraiment et ça c'est des use cases donc pour des gens comme nous qui processons des documents au kilomètre. Et on en reçoit des millions. C'est des sujets sans développer de modèle particulier. On arrive à avoir des ROI qui sont très significatifs. Et c'est des ROI qui m'ont permis, moi, de financer la suite et de développer les équipes. Et notamment, l'autre projet, celui dont on est le plus fier, et qui peut-être d'un point de vue académique est le plus intéressant, c'est un projet qui est lié à la prospection. Donc on a, nous, 500 000 prospects à peu près. On est dans 17 pays. Il y en a la moitié, c'est aux États-Unis, mais en Europe, il y a à peu près 100 000 prospects partout. Et l'idée, ce que tu disais, c'est de mettre un score. C'est en fait, on a 450 sales aujourd'hui qui appellent, qui prennent des rendez-vous. On leur fait des campagnes qui sont basées, campagnes commerciales, B2B, qui sont basées plutôt sur des codes d'activité, sur des effectifs historiques. Et aujourd'hui, en fait, on s'est dit, comment est-ce qu'on peut faire en sorte de leur donner un scoring qui va permettre d'attaquer par le haut et donc de gagner beaucoup en productivité. Et en fait, il s'est né il y a à peu près 2 ans, 3 ans, c'est de se dire finalement, il y a des données qu'on peut avoir en open data pour mieux connaître nos prospects, nos clients. Et puis, il y a une donnée qui est très riche, c'est les sites web de nos clients. Et donc, en fait, on est parti de ce projet-là. Comme souvent, l'étincelle, la belle histoire, elle vient du terrain. Donc, c'est quelqu'un du terrain qui dit, mais moi, le truc le plus pertinent, c'est que je passe ma vie, je suis commercial, et je vais sur les sites web et je sais en quelques clics, je passe 10 minutes sur les sites web et je vais savoir si ça vaut le coup d'investir une demi-journée, de mettre ce prospect en top de mon ranking. Et finalement, on entend ça 1 fois, 2 fois, 3 fois, ça a l'air de rien. On dit bon là, il faut vraiment qu'on fasse quelque chose et qu'on sache automatiser ça. Et donc on est parti sur comment est-ce qu'on va scraper des sites web, comment est-ce qu'on va récupérer des informations sur les sites web, comment est-ce qu'on va associer un site web à une société. Et petit à petit, donc on a monté un système, ça c'est important aussi, on a monté un système qui nous permet de scorer nos prospects. D'accord ? Donc c'est vraiment quelque chose de très précieux, on va voir qu'il y a des résultats pour nous qui sont très significatifs. Et pourquoi je dis système ? Donc ça c'est les équipes, c'est qu'au début on est parti pour essayer de faire des modèles de R&D, enfin des modèles de ce qu'on appelle ISRD. ISRD ça veut dire est-ce que l'entreprise fait de la R&D ? Parce que ce qui nous intéresse, j'aurais dû commencer par ça, c'est de savoir les entreprises qui font le plus de R&D, parce que c'est notre cœur de métier. Et donc, notre modèle, on l'a appelé ISRD, et un des travers dans lesquels on est tombé, c'est de dire l'intelligence artificielle elle est tellement forte, parce qu'on entend tout et n'importe quoi, qu'ils vont nous faire tout d'un coup. Et donc, en fait, ce qui va être intéressant, c'est finalement de décomposer. On commence le projet, et on décompose. Et par exemple, au début, on avait fait un écueil, c'était de confondre le ISRD avec le Is on Target. Je m'explique. Une mairie, chez nous, c'est pas intéressant. C'est pas un client intéressant parce que c'est un secteur public, qu'il n'y a pas de subvention sur l'innovation, donc ça ne nous intéresse pas. Et au début, comme on n'avait pas splitté le projet en 2, on s'était dit, finalement, quand on interroge un ingénieur d'affaires pour lui faire évoluer le modèle, un commercial, il va nous dire non, la mairie, ça ne m'intéresse pas. En fait, non, la mairie, c'est intéressant. Il y a des mairies qui innovent, il y a des conseillers généraux qui innovent. Et donc, on va splitter en disant, voilà, chaque boîte du système doit avoir un intérêt, un but, et doit avoir une cohérence. Sinon, effectivement, on va noyer le modèle et on ne va pas comprendre. À condition que le site web ait ce contenu. Alors, il y a des limites, effectivement, au modèle, mais on va dire 95% de nos prospects ont des sites web et parlent de l'innovation sur leur site web. On voulait d'ailleurs vous faire une démonstration, c'est assez bluffant, je ne vous cache pas. On voulait même vous demander, vous, de nous donner 1 ou 2 ou 3 sites
et vous montrer comment est-ce qu'en un clic, ça fait ressortir un résultat qui nécessitera pour l'un de vos employés à peu près combien de temps versus le temps que ça prend pour un seul site d'analyse par un humain par rapport à ce que... C'est entre 1 seconde et 4 secondes, donc on est capable effectivement de faire tourner les modèles. Et l'humain, il le fait en combien de temps? L'humain, il va prendre 10 minutes pour les meilleurs, et puis les autres, ils ne le font pas. C'est ça le problème, c'est que... c'est trop long, c'est trop long. Ils ont des volumes de contrats à faire qui sont très costauds, donc c'est effectivement quelque chose qui est industrialisé. On est un peu pris par le temps, donc je te laisse encore 1 minute. Donc on a eu 15 minutes de retard, donc c'est pas... 20 minutes. Nous? Non. Oh là. Non, on a commencé à -15 parce que ceux d'avant ont commencé. Ah d'accord, on a cumulé 15 minutes. Je vais les chercher, vous leur taperez dessus, mais nous, non. C'est ça, c'est qui? Il faudrait qu'on cherche, c'est qui? Les autres, oui. C'est vrai, hein, c'est vrai. Bon, je prends 2 minutes. L'interface qu'on a créée pour nos donc le slide un peu technique, effectivement, le message que j'avais pour vous, c'était voilà il y avait 2 messages sur le slide d'avant. C'est quand on peut faire des choses en algorithmie, quand on peut faire des choses bien, c'est pas la peine de déclencher les travaux d'intelligence artificielle. Ce qui peut se faire correctement se fait correctement. Par contre, il y a des choses où à un moment donné vous arrivez, vous butez, vous dites là c'est juste impossible, là, on n'y arrivera pas. C'est là où il faut se tourner vers les data scientists et voir si en utilisant des modèles ou en créant des modèles, on n'arrive pas vraiment à cranter, mais de manière très très performante. Donc là, et après de construire des systèmes qui mixent et l'algorithmie et le simple et les modèles. Donc ce qu'on a construit, c'est un outil qui permet donc à nos 450 sales d'avoir un score. Le score que vous avez là, la 99-19, c'est un score effectivement, le score du site web, et qui permet de savoir si sur ce site web, c'est quand même assez... je ne sais pas si chacun d'entre vous, si on vous donne l'exercice, comme tu disais tout à l'heure, c'est quand même un exercice qui n'est pas évident. Donc sur des centaines de milliers de sites web, de savoir effectivement si le site web parle de l'innovation. Et notamment quand le site web, par exemple, dit « je n'aime pas l'innovation », il y a le mot « innovation ». Si vous y allez avec des mots-clés, vous allez dire « c'est intéressant ». Mais en fait, il n'est clairement pas intéressant. Donc là, ça c'était il y a 2 ans, on était à peu près à ce niveau-là. Aujourd'hui, on est à un niveau où, à chaque fois qu'on montre ça à des sales dans les différents pays, et on déploie à peu près en 1 mois et demi sur un pays, puisqu'on est sur du multilangue, les gars, ils achètent tout de suite et ils voient vraiment qu'il y a une énorme plus-value. Donc non seulement ils ont le score, mais en plus ils ont les phrases, ce qui fait qu'ils ont de quoi, quand ils appellent nos prospects, ils ont de quoi leur dire, voilà, je vous connais parce que j'ai passé 10 minutes, 1 demi-heure sur vos sites et je sais que vous parlez de ci et de ça. Donc c'est les petites phrases qu'on voit là qui sont scorées et donc ils ont la possibilité tout de suite d'avoir un highlight sur ce qui est intéressant. Les résultats, on n'a pas beaucoup augmenté le nombre de contrats sur un certain périmètre. On a fait une analyse précise. Donc on est passé de 6,2 contrats par sales par mois à 6,3, ce qui n'est pas forcément étonnant quand on y réfléchit. Ce qu'on a beaucoup augmenté, c'est le nombre de, ce qu'on appelle diminuer, c'est le nombre de dossiers à zéro. Donc nous, on a une particularité, c'est quand on fait un contrat, on facture ce qu'on appelle au success fees. On dit on va prendre X% du résultat, on va se partager les résultats. Et donc, quand on perd, quand on gagne rien, on travaille pour rien. Donc, les consultants mettent les dossiers à la poubelle et travaillent pour rien. Et donc là, ça représente énormément d'argent, le fait de passer de 18% de dossiers à zéro à 7%. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, quand vous êtes senior, vous faites ce que vous voulez, mais quand vous êtes junior, vous n'appelez pas un compte qui est mal scoré. Et donc, comme il y en a des centaines, ça fait beaucoup. Et le dossier moyen, donc on l'a rehaussé aussi, et donc est passé de 7,300 € à 8 600 €. Et donc, ça, on va dire, c'est de la marge nette, puisque le boulot est à faire de toute façon. Donc c'est plus que du chiffre d'affaires. Et donc au niveau du volume de l'Eton, ce sont des projets qui sont très vendeurs et très rémunérateurs. Merci beaucoup Xavier. Pour conclure, ce que je veux dire, c'est qu'on a énormément de potentiel ici au Maroc. Il faudrait juste vraiment qu'on se mette en ordre de marche pour réussir cet objectif national. Et il faudrait juste qu'on mette en place les prérequis nécessaires pour tout, je vais finir en anglais, to unleash our AI potential of our digital nation. So, merci beaucoup à tous. Bien sûr. Merci beaucoup à tous.